Salut internautes, j'espère que vous allez bien. C'est moi. Salut internautes, ça fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui et le sujet c'est ça. Ta-da-da-da. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur la fameuse crise du logement qui sévit en ce moment au Québec et dans tout le Canada, mais plus particulièrement au Québec où les prix sont relativement élevés par rapport à d'autres provinces, bien que la Colombie-Britannique reste quand même très élevée en matière de logement. Donc on va revenir sur cette fameuse crise du logement parce qu'il y a énormément de monde évidemment qui me pose la question et qui me demande d'en parler sur mes réseaux sociaux. Je me suis dit qu'effectivement, ça serait peut-être pas mal de faire un petit topo sur le sujet. Donc, dans la première partie de la vidéo, on va revenir sur le pourquoi du comment de la crise du logement, pourquoi la crise du logement a impacté autant, si tu veux, le marché locatif, d'où est-ce qu'elle vient, c'est quoi sa source, c'est quoi sa provenance. Ensuite, dans un deuxième temps, on reviendra en fait sur les effets, je reviendrai plus particulièrement sur les effets de la crise du logement en ce moment au Québec. Donc on va même regarder c'est quoi le prix des loyers par rapport à certaines municipalités qui sont excessivement chères au Québec, à savoir d'ailleurs que la crise du logement touche un peu tout le Québec, mais de manière plus ou moins modérée selon les régions, donc on verra ça. Et dans une troisième et dernière partie, on va regarder ce quoi en fait les actions gouvernementales qui ont été décidées par le gouvernement qui est en place en ce moment, soit la CAQ, le gouvernement de M. Legault, et qu'est-ce que l'opposition peut proposer comme alternative qui évidemment n'est pas écoutée par M. Legault puisque, je te le rappelle, il est majoritaire à l'Assemblée nationale avec 95 députés, je pense, et sur 120 me semble-t-il. Donc il vote les lois qu'il veut, quand il veut, comme il veut, il peut écouter personne, il fait ce qu'il veut quoi. Donc on regarde ça tous les deux ensemble. Alors évidemment, la crise du logement pour la plupart des gens a commencé durant la période de la Covid, de la pandémie. Alors là-dessus, je voudrais peut-être ramener un petit bémol. Je pense que, en fait, je pense pas, je suis sûr, je vais même t'en parler juste après, que la crise du logement avait commencé bien avant ça, surtout à Montréal. Montréal étant, si tu veux, le départ de cette fameuse crise du logement. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant la Covid? Alors évidemment, il y a toutes les industries, comme partout dans le monde, qui ont été mis un petit peu sur pause, ce qui comprend les industries de la construction ici au Québec. Il y a donc eu un impact sur la hausse des prix en matière de construction de logements, que ce soit en matière de rénovation ou même de construction tout court. D'abord par rapport à la main-d'œuvre qui était plus accessible, et puis après il y a eu aussi une augmentation étant donné qu'il y avait certaines main-d'œuvre qui travaillaient dans les usines, par exemple, de confection du bois pour ici au Québec plus particulièrement. Donc le bois a augmenté, les logements ont augmenté, les propriétés ont augmenté et par conséquent les locations ont augmenté puisque les propriétaires ont commencé à acheter des logements plus chers, donc à louer plus cher pour pouvoir, si tu veux, faire un petit peu d'argent au-delà de l'hypothèque qu'ils doivent rembourser. Donc il y a un impact certain de la Covid à ce niveau-là, au niveau de la crise du logement qui a donc commencé à ce moment-là. Deuxième élément par rapport à la crise du logement, et ça on en parle très peu, on n'en parle nulle part, mais c'est vérifiable, tu peux la regarder toi-même sur internet. C'est-à-dire qu'en fait en 2018, Monsieur Legault avait décidé d'augmenter le nombre de PVT, permis vacances-travail. Donc il est allé voir, je te rappelle que le PVT est une compétence fédérale et non provinciale, donc ça a à voir avec le Canada et pas le Québec. Donc il était allé rencontrer Monsieur Trudeau en allant demander une augmentation du nombre de permis vacances-travail. Pourquoi? Parce que plus de 80% des PVT sont français. Après, il y a quelques Belges, quelques Luxembourgeois, mais la majorité viennent de France. Et la majorité de cette majorité s'installe au Québec. Bien sûr, il y a pas mal quand même de Français qui vont ailleurs au Canada, mais la grosse majorité viennent au Québec. Et plus loin que ça, beaucoup de PVT s'installent même à Montréal, et plus particulièrement en fait sur le plateau, mais ça, M. Legault ne l'avait pas nécessairement entrevu. Ce que M. Legault avait entrevu, étant donné que la plupart des PVT viennent s'installer au Québec, c'est cette force économique que tu peux avoir en arrière du permis vacances-travail. Des gens qui viennent ici pour 2 ans et qui consomment dans le pays, donc c'est de l'argent qui rentre. Cela étant, c'est quand même, les économistes en parlent, c'est relativement mauvais au niveau de l'économie, notamment du produit intérieur brut, je te dirais sur le long terme, puisque ces gens-là, pour la plupart, pas tous, mais ne représentent pas une force de travail. Donc, ils consomment, mais ils ne font pas marcher l'économie par rapport à la force de travail, parce que plus de consommateurs va favoriser une augmentation des prix.
La plupart des PVT en question se sont installés à Montréal et plus particulièrement sur le plateau parce que c'est un arrondissement qui est quand même à Montréal très européen et à la fois américain, et énormément d'étudiants français se sont aussi installés sur le plateau. Là, on parle de PVT, de gens qui voulaient pas nécessairement travailler, puisqu'avec le permis vacances-travail, je te rappelle que tu as un permis de travail ouvert, donc tu peux aller travailler, mais il y a beaucoup de gens qui viennent ici et qui font par exemple plusieurs PVT, donc notamment au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, etc. Donc, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est que entre les étudiants français, certains étudiants français qui ont beaucoup d'argent et qui sont venus s'installer sur le plateau, les PVT qui sont venus s'installer sur le plateau, il y a une gentrification qui s'est exercée, je te le rappelle peut-être pas, tu es sûrement au courant, sur le plateau Mont-Royal et la partie Milinde qui est donc au-dessus du plateau, ce qui a, si tu veux, amener à une augmentation des prix des loyers parce que les propriétaires se sont rendus compte que les Français étaient capables, ces Français-là, plus particulièrement pas les Français en général, mais ceux-là étaient capables de payer des loyers un petit peu plus chers sans sourciller. Et à côté de ça, parallèlement à ça, une augmentation aussi du nombre de Airbnb qui a commencé à partir du plateau et de Milinde. Sur donc ce fameux quartier, les Airbnb ont commencé à se décupler parce qu'il y a énormément de gens qui venaient ici, ils savaient pas trop, même s'ils visaient le plateau, où est-ce qu'ils allaient s'installer. Certains décidaient de venir un petit peu comme des touristes et de repartir dans une autre zone, par exemple de Montréal ou du Québec, pour finalement revenir s'installer sur le plateau, etc., etc., etc. Donc il y a eu une augmentation des Airbnb qui s'est exercée sur le plateau, et là, certains propriétaires qui se sont impliqués dans ces Airbnb se sont rendus compte que c'était une manne financière qui était bien plus avantageuse que un loyer par mois. Donc, il y a eu une augmentation des Airbnb, augmentation des loyers, augmentation des loyers, je viens d'en parler juste un instant, augmentation des Airbnb a provoqué une raréfaction du nombre de logements locatifs par mois, qui a encore plus décuplé l'augmentation des loyers. Alors évidemment, les autres propriétaires extérieurs au plateau ont vu l'impact des Airbnb, et sur l'île de Montréal, beaucoup se sont mis de plus en plus à être vers les Airbnb, et ça a fait une raréfaction globale des logements, si tu veux, sur la majorité de l'île de Montréal au fur et à mesure. Donc ça a commencé par le plateau, cette idée-là, à cause des PVT et des étudiants étrangers. Il y a eu, donc, mis à part l'augmentation des loyers qui étaient sur place, il y a eu une augmentation des Airbnb et ça s'est propagé un petit peu partout sur l'île de Montréal. Donc si on prend ça, plus ce que je viens de dire juste avant, qu'il y avait déjà une augmentation, donc ça c'est une augmentation des loyers qui date de 2018, avant la pandémie, et qui s'est accrue avec la pandémie et ce que je viens d'expliquer par rapport aux produits de la construction qui ont augmenté, d'accord, produits pour construire une maison, hein, tout simplement. Donc, les deux combinés ensemble, effectivement, ça a explosé une crise du logement. Les Airbnb se sont également développés partout au Québec et on en est rendu là à l'heure actuelle à cause de ça aussi. Alors, troisième élément, et quand même pas des moindres par rapport à cette fameuse crise du logement, c'est la hausse du taux directeur de la Banque centrale du Canada, donc le taux hypothécaire, hein, si tu veux, taux directeur, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, pour baser les taux d'hypothèque ici, en fait, au Canada, plus particulièrement au Canada. Alors, pourquoi le gouvernement a fait ça? Ça peut paraître paradoxal, mais il a décidé du coup que les propriétés allaient coûter encore plus cher. Alors, le fait est que ce qu'il voulait faire, c'était ce que le gouvernement voulait faire, apparemment c'est économiquement viable, c'est tuer le marché. C'est faire en sorte que les propriétés sont de moins en moins abordables et que du coup plus personne peut les acheter, ce qui va multiplier, si tu veux, le nombre de propriétés sur le marché, d'accord? Donc en vente, hein, on parle à ce moment-là, et donc de faire plonger le marché, parce que s'il y a beaucoup de demandes et moins d'offres, bah, fatalement les prix vont diminuer, et à ce moment-là, voyant ça sur une période de plusieurs mois, de 1 an ou 2 ans même, s'est exprimé Monsieur Trudeau à ce niveau-là, à ce moment-là, on baisse le taux directeur et on peut, si tu veux, faire en sorte que le marché de l'immobilier soit plus accessible. Donc, tu as comme 1 an ou 2 ans de sacrifice, le temps que le marché plombe. Ils ont commencé déjà ça l'année dernière. Pour le moment, aucun effet se fait ressentir parce qu'il n'y a pas, je te dirais, ce qu'eux, ils ont visé, c'est-à-dire le fait que le nombre de propriétés soit décuplé à la vente. Ce n'est pas le cas du tout. Donc,
À partir de là, je ne sais pas si c'était réellement une bonne action de leur part. C'est économiquement viable a priori selon les experts dans le domaine. Maintenant, les effets sont absolument pas là. En fait, ils sont même contraires. Donc, ça a encore aussi amplifié la crise du logement. Alors maintenant, en matière de logement et de prix, hein, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec la crise du logement à l'heure actuelle ici? Eh ben, paradoxalement, ou en tout cas très bizarrement peut-être, c'est Gatineau, la ville la plus chère en matière de location, et pas Montréal. Gatineau, en fait, a eu une augmentation de 20,7% en moins de 1 an, c'est-à-dire entre 2022 et 2023, du prix des logements. C'est une augmentation qui est relativement énorme. On parle en ce moment du coût moyen pour un logement avec une chambre de 1721 $ par mois et 1831 $ pour un logement avec 2 chambres. C'est exorbitant. Quand je suis arrivé à Montréal, j'aurais jamais pu me payer ça, honnêtement. C'est du luxe rendu là. Donc on voit que c'est plus que inaccessible. Récemment, les gouvernements en ont parlé, plus particulièrement le gouvernement Trudeau. Il faudrait pas dépasser en fait 30% de ce que tu gagnes dans ton logement. Et on s'entend qu'à l'heure actuelle, les familles et les gens, c'est bien plus que 30% de ce qu'ils gagnent qu'ils mettent dans leur loyer. Alors du coup, ben c'est ça. Faut beaucoup plus serrer la ceinture et ça peut ne pas être évident du tout quand tu as des enfants en plus entre l'école et le reste à payer. Ça peut être compliqué. Alors, très rapidement, on va reprendre peut-être le prix moyen. Ça va probablement t'intéresser des logements ici au Québec. Donc, on va regarder peut-être plus particulièrement 3,5, 4,5. 3,5, 4,5, en fait, très rapidement, c'est une chambre ou 2 chambres. La plupart du temps, c'est qu'une chambre avec salon. Moi, j'avais un 3,5 par exemple. J'avais une chambre qui était une pièce à part. Puis ensuite, j'avais un salon cuisine dans la même chambre, dans la même pièce, pardon, et une salle de bain à part, ok. Bon, 4,5, tu vas avoir une pièce supplémentaire. En gros, c'est ça que ça veut dire. J'avais eu un 4,5, c'était un gros salon, la pièce supplémentaire, pas une chambre, mais je pouvais la transformer en chambre si je voulais. Bref, on va regarder donc 3,5, 4,5, qu'est-ce qui se passe? Donc, si on prend Abitibi-Témiscamingue, 743 $ pour un 3,5, 1763 pour un 4,5, c'est quand même pas si mal. Capitale nationale, donc là on est à la ville de Québec, 1316 $ pour un 3,5, 1600 pour un 4,5. On va prendre par exemple Chaudière-Appalaches, 1000 $ pour un 3,5, 1356 $ pour un 4,5. Si on regarde l'île de Montréal, justement, ce qui nous intéresse ici, donc 1600 $ pour un 3,5, 1900 $ pour un 4,5, c'est beaucoup plus cher. La Naudière, c'est aussi intéressant, c'est la région qui est juste limitrophe en fait à Montréal, qui comprend toute la partie est, hein, c'est vraiment la banlieue est, si tu veux. Donc, de l'autre côté de Pointe-aux-Trembles, où est-ce que je vis en ce moment, qui comprend Repentigny, Terrebonne, l'Assomption, toutes ces villes-là. Donc la Naudière, tu vas avoir 1295 $ pour un 3,5, 1535 pour un 4,5, ou si je prends par exemple pour finir Laval, 1593 $ pour un 3,5 et 1592 $ pour un 4,5. Le prix est sensiblement le même. Encore une fois, ce sont des moyennes de prix, hein. Ce sont des moyennes sur le marché local des villes que j'ai pu citer. Donc ça veut dire que tu vas avoir, tout dépendant des endroits, comme par exemple l'île de Montréal, c'est une moyenne, mais on sait que les quartiers sont pas tous au même prix. Donc le plateau Milinde étant très très cher, Hochelaga un petit peu moins, mais quand même difficilement abordable également. C'est sûr que tu vas avoir des quartiers qui sont excessivement chers, beaucoup plus chers. Si on prend plateau Milinde, c'est certainement beaucoup plus cher que ce que je viens de citer en termes de prix de loyer, et peut-être un petit peu moins, par exemple, pour Hochelaga ou Montréal-Nord, hein, par exemple, qui sont des quartiers Montréal-Nord peut-être un petit peu plus défavorisés selon le quartier dans lequel tu es, dans Montréal-Nord, qui est quand même relativement assez vaste comme arrondissement. Donc, c'est sûr qu'il faut mettre un petit peu de l'eau dans son vin par rapport à ça. Ce sont des prix de base, ok, moyens, mais ça te montre quand même que oui, effectivement, c'est assez élevé. Alors, que fait le gouvernement en ce moment par rapport à ça? Alors, le gouvernement en place, la CAQ, le 9 juin, a déposé un projet de loi qui s'appelle le projet de loi 31. J'en ai parlé sur mes réseaux sociaux, j'avais fait une jolie
petite maquette sur Canva, un petit dessin pour expliquer c'était quoi les 3 gros points en fait essentiels par rapport à ce projet de loi là. Ce projet de loi a été mis en place par la ministre responsable de l'habitation France-Hélène Duranceau et ce projet de loi va naître du coup à la rentrée puisque je te rappelle le gouvernement est en vacances. Les 3 points les plus importants du projet de loi 31, c'est la fin de la cession de bail entre locataires et pas cessation. J'avais une erreur dans mon dans le petit dessin que j'avais fait parce que le correcteur automatique avait mis cessation, mais non, c'est pas cessation, c'est cession de bail entre locataires. Cession de bail entre locataires, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est légal hein, ici au Québec. Moi, je suis en train de louer un appartement. J'ai décidé de m'en aller avant la fin de mon bail. Je te le rappelle ici, les baux sont la plupart du temps du 1er juillet au 1er juillet pour 1 an. Mais voilà, ça fait juste 6 mois parce que tu peux effectivement ne pas reconduire ton bail. 3 mois avant, tu donnes une notice à ton propriétaire affirmant que tu reconduiras pas le bail, ce qui se fait quand même très bien. Bon, là, un préavis, c'est comme ça qu'on appelle ça, mais un peu comme dans tous les pays. Mais là, non, je suis à 6 mois, je décide, ah, j'ai envie de partir. Donc, je peux faire une cession de bail, c'est-à-dire louer mon appartement à un autre locataire, mais c'était légal. Donc là, c'est terminé. Elle va interdire dans le projet de loi la cession de bail entre locataires, c'est fini. Alors évidemment, ça a beaucoup fait parler, notamment QS, Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, qui disait que c'était le seul recours que les locataires avaient pour pas avoir justement une augmentation des prix des loyers. Parce qu'à ce moment-là, comme il y a quelqu'un qui continue à être là, lui, si tu veux, si tu t'en allais, il peut très bien casser le bail et augmenter le loyer en arrière de ça. Mais si tu continues à être là, ben là, il peut pas augmenter le loyer. Donc, c'était une possibilité pour ne pas augmenter le loyer. Et ça vient de partir à la poubelle. Deuxième point de ce projet de loi 31, le montant du loyer le plus haut serait fixé d'avance. C'est-à-dire que le propriétaire va être obligé d'indiquer ça va être quoi? Le montant du loyer le plus haut qu'il pourrait atteindre au fur et à mesure des augmentations s'il décide d'en faire. Il est obligé de le faire au départ et il peut pas aller plus haut que ça à partir du moment où tu loues chez lui. D'accord? Et enfin, dernier point, et peut-être un des plus importants, bien que l'interdiction de cession de bail est quand même, ça a beaucoup fait parler ici, je te dirais, 3 à 4 mois de loyer payé d'avance par le proprio en cas d'éviction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'en fait, en ce moment, ou en tout cas ces derniers temps, il y avait énormément de propriétaires qui évinçaient des locataires pour des soi-disant rénovations qui souvent étaient juste futiles afin de transformer leur logement en Airbnb. Donc, on peut effectivement te dire avant la fin de ton bail que tu dois quitter le logement parce qu'il y a des rénovations à faire dans l'appartement et à ce moment-là qui peuvent être des rénovations quand même importantes et à ce moment-là ils te donnaient un petit préavis et puis tu étais obligé de t'en aller, tu n'avais pas le choix. Donc à l'heure actuelle, pour éviter ce qu'ils appellent les rénovictions, ils appellent ça comme ça, ils ont décidé de mettre ça en place, c'est-à-dire que le propriétaire va devoir te verser en faisant preuve que effectivement ces rénovations, c'est pas juste changer de fenêtre, c'est des rénovations qui font en sorte qu'elles sont utiles, par exemple pour l'appartement, hein, il y a des bris, il y a des choses, des infiltrations d'eau par exemple, donc là, il va être obligé de faire des rénovations, il n'y a pas le choix. Donc à ce moment-là, il va te donner 3 à 4 mois de loyer payé d'avance, d'accord? Est-ce que ça va réellement changer la donne? Pas nécessairement. Je veux dire, il y a beaucoup de propriétaires qui probablement vont trouver une bonne raison pour pouvoir faire en sorte que tu doives quitter le logement, qui vont payer les 3-4 mois parce que Airbnb, c'est beaucoup plus bankable pour eux, c'est beaucoup plus d'argent, si tu veux, surtout que dernièrement, les Airbnb ont pas mal augmenté. Alors peut-être, petite anecdote quand même par rapport à cette fameuse ministre de l'Habitation France-Hélène Duranceau. On l'avait interviewée à ce sujet-là, donc on repart en arrière, c'était au mois de juin, et la presse, et bon, c'est ça, il disait, regardez, je veux dire, la presse disait c'est impossible pour les gens de se loger, les locations sont bien trop chères, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait essayer de mettre peut-être un gel quelque part, ou de planifier quelque chose par rapport à l'augmentation des loyers que les propriétaires infligent aux gens qui veulent habiter dans leur logement. Et elle avait juste répondu, à ce moment-là, t'as qu'à être propriétaire si tu veux pas que ton logement y augmente. Parce que, dans le fond, si tu es locataire, si les propriétaires, c'est un petit peu normal qu'ils augmentent, puisque de toute façon, ils auraient besoin d'argent étant donné que leur hypothèque augmente. Donc ça justifie l'augmentation déraisonnée des prix des logements, à savoir que je pense qu'il y a certains propriétaires qui ont vraiment les yeux plus gros que le ventre, clairement, vu la crise du logement qu'on a en ce moment. Alors les partis d'opposition ont
ont donné plusieurs éléments qu'ils voudraient mettre en place pour justement essayer de limiter cette crise du logement. Alors QS est en tête, Québec solidaire, on les a entendus énormément au mois de juin à ce niveau-là. Donc eux, ce qu'ils voudraient, ce serait un gel des loyers qui soit légiféré, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas augmenter par exemple des logements jusqu'à temps, pendant X nombre d'années, le temps que la crise du logement, si tu veux, se diminue. Ils voudraient une augmentation de la construction des logements sociaux. Alors, quand on dit logements sociaux, c'est pas des logements nécessairement que pour les pauvres. C'est des logements pour les gens qui sont, comment dire, à faible revenu, mais qui sont pas dans le seuil de la pauvreté et qui ont des grandes familles, par exemple, qui puissent quand même se loger dignement, travailler normalement, amener leurs enfants à l'école normalement, les inscrire au service de garde, ce que beaucoup ne peuvent pas faire, ce qui est très paradoxal, comme disait ma conjointe, parce qu'ils sont obligés de travailler à temps plein, et en même temps, ils n'ont pas suffisamment d'argent pour inscrire les enfants au service de garde, ça devient compliqué de gérer l'école et le job en même temps à cause de la crise du logement. Donc, c'est un petit peu ça, si tu veux, ce qui s'est passé dans le paysage politique en arrière. J'ai parlé de QS, mais le PQ était un petit peu du même avis, le Parti québécois. Il y a quand même une idée en arrière dans l'opposition qui est globalement la même par rapport à ça, surtout au niveau du gel du prix des logements. Alors, je terminerai avec un article du Devoir qui s'appelle « La hausse de l'immigration creusera la pénurie de logements » parce que d'abord, plusieurs personnes m'ont envoyé cet article que j'ai aussi lu d'ailleurs, que j'avais déjà lu au préalable et qui m'avait donné l'idée de faire en fait, c'est ma conjointe qui m'en avait parlé, mais de faire cette vidéo sur la crise du logement afin de peut-être un peu comme expliciter tout ce qui se passe par rapport à ça. Donc cet article-là qui dit qu'en fait, il va y avoir de plus en plus d'immigrants, ce qui est normal, le Canada en a besoin, on est en pénurie de main d'œuvre, mais que du coup ça va augmenter la pénurie de logement étant donné que l'offre va se décupler par rapport à une demande qui est déjà faible. Et que le taux d'inoccupation des logements a passé la barre des 1,7%, on est en dessous de ça. Donc ça veut dire qu'il n'y a quasiment pas de logements inoccupés. Mais là-dessus, je vais revenir là-dessus parce qu'il y a un petit bémol aussi à donner par rapport à ce taux d'inoccupation-là, essentiellement par rapport à Montréal. Mais bref, oui, effectivement, s'il va y avoir plus de monde, fatalement, ça n'aidera pas nécessairement, si tu veux, cette fameuse crise du logement. Hein. Plus de monde pour se loger, ça va être plus problématique pour essayer de geler effectivement un petit peu cette augmentation des logements, puisque les gens, t'as pas le choix de te loger. À un moment donné, tu es obligé. Donc oui, effectivement, ça peut être un problème. Alors, dernier point que je trouve quand même intéressant, on n'en parle pas beaucoup dans les médias en ce moment. Ce que les médias font, c'est qu'ils font juste, alors c'est Airbnb dont je veux parler. Les médias, tout ce qu'ils font, c'est juste comme essayer de dresser un portrait, si tu veux, très négatif des Airbnb par rapport à plusieurs situations plus ou moins pittoresques, je te dirais entre guillemets. Donc ils avaient parlé notamment d'une Française qui avait trouvé des punaises de lit et qui s'était fait attaquer par des punaises de lit dans son lit. Donc c'était quand même pas très bien entretenu comme appartement, puis elle avait eu du mal à se faire rembourser sur la plateforme Airbnb. Quelqu'un qui avait décidé de réserver un logement et qui n'avait pas pu se faire rembourser, si tu veux, l'argent qu'elle avait donné d'avance puisqu'elle a été à l'hôpital et elle n'avait pas pu occuper le logement en question, etc., etc. Donc tu vois en gros, ce qu'ils essayent de faire les médias en ce moment, ce qu'on voit, c'est qu'ils dressent un portrait quand même relativement négatif des Airbnb. Mais si on passe, donc si tu veux, ils développent un inconscient collectif par rapport au Airbnb. Mais si on passe à travers ça, ce que moi j'ai vu, puis j'en avais parlé sur mes réseaux sociaux quand j'avais fait ma vidéo YouTube sur le plateau Mont-Royal, la dernière vidéo sur le parc La Fontaine, les quartiers autour du parc La Fontaine, à l'est du parc La Fontaine plus particulièrement, que j'ai fait sur YouTube. Donc sur mes réseaux sociaux, j'étais là-bas sur place et j'avais donné un petit peu mon avis sur cette idée que Montréal semblait relativement vide. Les Airbnb baissent énormément, si tu veux, en réputation. C'est-à-dire que les propriétaires, ceux dont on s'est rendu compte, ont été bien trop gourmands, et les Airbnb maintenant sont excessifs en matière de prix, à tel point que même les hôtels qui avaient beaucoup perdu au profit des Airbnb, par exemple à Montréal, ont augmenté leur clientèle. Alors, eux, d'un autre côté aussi, ils ont un peu baissé leur prix, ils ont commencé à accepter les animaux, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Donc il y a effectivement, si tu veux, un parallèle qui s'est effectué entre les deux aussi d'un point de vue économique. Mais les gens se retournent plus vers les hôtels, si on parle des touristes ou si on parle de certaines personnes, comme on parlait des PVT, qui veulent séjourner pendant
quelques jours à Montréal, partir ailleurs et peut-être après revenir, si tu veux, à Montréal, s'implanter, par exemple. Bon, ben, il va aller à l'hôtel au lieu de prendre un Airbnb pour 2-3 jours, il va décider d'aller à l'hôtel à ce moment-là. Donc, il y a un changement qui est en train de s'effectuer à ce niveau-là que je trouve très intéressant parce que je pense que ça va comment dire, aider la crise du logement à ce moment-là. Je pense que les Airbnb, très honnêtement, d'après ce que j'ai observé, ce que j'ai vu, sont en perte de vitesse. Donc, étant donné que les propriétaires, pour la plupart, ils veulent pas jamais baisser leur prix, il va falloir qu'ils s'accommodent et éventuellement les Airbnb, s'ils redeviennent des logements locatifs mensuels, et ben il va y en avoir plus sur le marché. Et s'il y en a plus sur le marché, ça va probablement diminuer les prix. Donc, c'est quand même pas négatif. Et enfin, pour terminer, je te dirais que la crise du logement ne touche pas le Québec de la même manière. Hein. Le Québec est une très grande province, il y a beaucoup de villes. Les villes centrales comme Montréal ou la ville de Québec sont peut-être un petit peu plus touchées qu'ailleurs. On a vu Gatineau est la ville la plus touchée au Québec. Gatineau, qui je te rappelle, est de l'autre côté de Ottawa. Hein. Il y a juste un pont à franchir pour se retrouver à Ottawa. Lévis, aussi de l'autre côté de la ville de Québec, a subi aussi de belles augmentations. C'est très cher maintenant. Déjà, Lévis était une ville qui était quand même assez luxueuse, mais maintenant c'est vraiment cher de pouvoir se payer un logement là-bas. Donc c'est pas pareil, si tu veux, par rapport au Québec dans son ensemble. Donc, il faut quand même un petit peu se calmer par rapport à ça et pas voir non plus le portrait de la crise du logement comme quelque chose de néfaste que toi, en tant qu'immigrant, si tu veux, tu vas subir en arrivant ici directement. Étant donné que le Québec fonctionne avec des permis de travail fermés, hein, via le programme des travailleurs qualifiés, le portail Arrima, tu peux très bien être dispatché dans une région X où les logements vont avoir augmenté, mais pas de manière aussi significative, et ça va être quand même relativement abordable pour toi de te loger. Je te rappelle que plus tu quittes les grandes villes au Québec, plus, si tu veux, le logement a tendance quand même à diminuer en termes de prix. Donc plus tu vas vers la campagne, moins c'est cher, et plus les logements sont un petit peu plus grands pour le même tarif de ce que tu aurais par exemple à Montréal. Le prix d'un 1,5, ça sera peut-être le prix d'un 4,5 dans une région du Québec qui est très loin de Montréal, qui est plus dans la campagne, si tu veux. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette vidéo sur la crise du logement qui t'explique un petit peu qu'est-ce qui se passe par rapport à ça. Je pense que effectivement ça devrait s'améliorer, peut-être au niveau des logements, de la location si tu veux, mais au niveau du prix des propriétés, à cause du taux directeur dont j'ai parlé tout à l'heure, ça en prend vraiment pas le chemin. Mais je pense qu'avec les Airbnb, la location devrait un petit peu diminuer. Maintenant, ça ne sera pas significatif d'après moi, mais ça devrait peut-être aller un petit peu mieux. Mais c'est sûr que ça reste quand même la grosse crise du logement. Donc, bonne chance à tout le monde. Déjà, tous ceux qui veulent arriver au Québec pour se loger. Bonne chance pour essayer de trouver un appartement abordable et qui correspond à ce que tu cherches. Il faut toujours regarder aussi le quartier, hein, si c'est un quartier qui doit te correspondre, familial ou pas, etc., etc. Bon, conclusion, peu importe. De mettre un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir, et puis en même temps, ça me fait monter dans l'algorithme, c'est certain. De pas oublier de t'abonner, c'est plus facile pour voir de nouvelles vidéos, évidemment. Ouais. Le compte TikTok et Instagram, mes réseaux sociaux, qui sont là. Je suis toujours là de manière très quotidienne, donc tu peux m'avoir sur TikTok et Instagram, me poser des questions. J'y réponds quand les questions sont pertinentes, naturellement. Quand je dis pertinente, je veux dire c'est pas large sur l'immigration, sinon c'est sûr que je peux pas y répondre. Je suis pas un consultant en immigration ou un agent d'immigration. Le petit special thanks en bas, le petit bouton merci, tu peux donner un. Même si tu donnes un, c'est suffisant. Si tout le monde donne un, je vais être super heureux, il n'y a pas de problème. Sur la bannière de ma chaîne YouTube, et tu trouveras aussi le lien dans la description de ma vidéo, tu as écrit pour me soutenir, c'est la même chose. Tu peux appuyer sur le bouton, ça va directement sur une petite bannière immigré au Canada, et puis tu peux donner également un si ça te fait plaisir, si tu en as envie. Et puis voilà. Et puis qu'est-ce qu'on se dit? À la revoyure, ciao, bye. C'était épique. Ouais. Bye bye. Bye bye.